Et merci d'être venus si nombreux à la conférence sur On a né l'IA à la Coupe du Monde de baby-foot. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être commencer par se présenter. Je m'appelle Erwan Josh, je suis manager data science chez Business et Décision depuis un petit peu plus de 8 ans maintenant. Et je suis accompagné d'Antoine. Bonjour, je me présente, Antoine Leguevel. Donc, moi, ça fait 3 ans que je suis arrivé chez Business Décision en tant que data scientist. Et j'ai eu la chance de participer à de nombreux projets comme celui qu'on va vous présenter aujourd'hui sur le baby-foot connecté. On va vous parler très rapidement de Business et Décision, pour ceux qui ne connaissent pas. On est une filiale du groupe Orange depuis 2018. Notre stand, il est juste à côté. C'est là où il y a un baby, il est facile à reconnaître. Et il y a quelques ballons de baudruche. Et on est une ESN, c'est-à-dire qu'on accompagne nos clients sur des problématiques liées à la data, au digital et au numérique. Globalement, si vous avez un de ces 3 mots dans une de vos problématiques d'entreprise, on devrait pouvoir soit vous accompagner à cadrer le projet, soit à réaliser, soit à tester, industrialiser ou maintenir. Donc on est situé sur 3 agences, on est basé à Nantes, Rennes et Lyon, sur la région nord-ouest. Une fois que j'ai dit ça, normalement, vous me demandez c'est quoi le rapport entre son métier et le baby et la Coupe du Monde de baby. Et bien le rapport, il se situe à ma gauche. C'est-à-dire Antoine. Pour un de nos clients, on a été amené à se déplacer à Lannion. Pour Lannion, pour ceux qui ne connaissent pas Lannion, c'est un peu plus de 3h30 de route. Et 3h30, c'est long, ça laisse le temps d'échanger avec des collègues. Et ça laisse aussi le temps de découvrir que votre collègue, il est fan de baby-foot. Donc au début, on peut se dire que la conversation est mal partie, le voyage va être hyper long. Surtout quand il vous apprend que le baby-foot, c'est un sport et qu'il en fait régulièrement en club. Donc là, comme tout le monde ici, je pense que j'ai commencé par le prendre à la rigolade en disant non mais Antoine, le baby c'est pas un sport, respecte-toi un petit peu s'il te plaît. Arrête de me faire croire que tu es sportif en jouant au baby. C'est un sport de bain. Et en fait, il a été un petit peu insistant et il a continué à me parler un peu de son sport. Et c'est là où j'ai appris qu'en fait, il y avait des compétitions de baby-foot, il y avait des clubs, il y avait des ligues qui étaient organisées. Il y avait un club notamment à Nantes dont il faisait partie. Et que c'était un milieu qui était plus professionnel que ce que je pensais. Sachant que ma vision, c'était globalement le bar, ou à la rigueur le lycée. Et en fait, en continuant d'échanger avec lui, on avait plus de 3 heures de route, donc on a eu le temps de vraiment aborder le sujet du baby en long, en large, en travers. Il m'a informé qu'il y avait une Coupe du Monde de baby qui se déroulait à Nantes dans 3 mois. Donc là, je replace le contexte, on est en mars 2022, et donc la Coupe du Monde a lieu en juin 2022. Et en fait, en échangeant avec lui, on parlait de tout ce qui est lié à l'e-sport et tout ce qui est lié globalement à l'interprétation de la donnée dans le milieu sportif. Et en fait, il me dit que dans le monde du baby, c'est un monde qui est encore assez à l'ancienne, où il y a des arbitres qui regardent les matchs, mais ils n'utilisent pas du tout la donnée pour améliorer leur performance sportive, et encore moins pour analyser les matchs et ainsi de suite. Donc là, je ne sais pas s'il a réussi à me retourner la tête en 3 heures ou pas, et je me suis retrouvé à m'être indigné pour le milieu du baby-foot en disant Antoine, c'est pas normal, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour ce sport. Il faut qu'on aide la Coupe du Monde, en tout cas, à améliorer l'analyse de la data dans le milieu du sport. Quand on s'est dit ça, il a quand même fallu qu'on réfléchisse un peu plus au projet. Parce que c'est pas parce que moi je m'étais fait retourner la tête que forcément mes dirigeants étaient OK pour qu'on passe du temps pour développer un truc comme ça. Et en fait, en y réfléchissant, c'est un vrai projet en tant que tel, un vrai projet de data en tant que tel. Pourquoi? Parce que, dans un premier temps, qui dit analyse sportive, dit analyse vidéo. Et de la computer vision, on en a déjà fait un petit peu. Par contre, on ne l'a jamais fait en temps réel et on n'en a jamais fait sur des contraintes aussi fortes. À savoir que, on en reparlera beaucoup, mais sur baby, on va avoir une contrainte d'analyser des images qui va être assez forte. On va devoir lire un peu plus de 60 images par seconde pour géolocaliser la balle et pour aller, en tout cas, procurer une expérience en temps réel à la personne qui joue. Il y avait déjà un gros enjeu sur l'aspect montée en compétence sur l'analyse d'images qui nous intéressait. Le deuxième grand enjeu, je l'ai introduit, c'est le côté temps réel. C'est qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on a fait du traitement d'images, on marchait plutôt en mode batch, on avait une grosse volumétrie d'images à traiter, on appliquait nos algos, et en fait, on n'avait pas forcément de contraintes de performance. Même si ça tournait quelques heures, c'était pas très grave, parce que généralement, on voulait taguer des images, ou on voulait labelliser des images, mais on n'avait pas cette contrainte de temps réel qu'on va retrouver dans le milieu du sport. Et le troisième gros avantage, en fait, c'est un gros démonstrateur de savoir-faire de la data. Et même plus globalement, de comment on arrive à transformer une image en données, comment cette donnée, j'arrive à calculer des indicateurs
qui vont permettre de transformer ça en nombre de tirs, en nombre de passes, en possession de balles, et ainsi de suite. Ça, je vais devoir l'afficher dans un reporting qui va être dynamique, qui va me permettre de dialoguer avec les utilisateurs. Et le tout en temps réel. Donc en fait, en termes de cas d'usage, on est quand même hyper proche de ce qu'on va rencontrer chez nos clients, de ce que vous pouvez rencontrer dans vos entreprises, avec des contraintes qui sont quand même assez fortes. Je vous le disais, on va devoir traiter plus de 60 images par seconde, on va devoir avoir un reporting sur lesquels les gens puissent à la fois s'inscrire et puissent à la fois interagir avec le score dans le cas où on s'est trompé et analyser leur stats. Donc une fois qu'on a réfléchi, on s'est dit que c'était vraiment un super démonstrateur et on a présenté le sujet à la fois côté moi, business et décision, pour acter le sujet en interne, et côté organisateur de la Coupe. Donc je vais laisser Antoine vous parler un peu de la Coupe du Monde de Bali. Merci. Comme l'a présenté Erwan, c'est vraiment ces 3 points qui ont fait que ce projet était intéressant. Donc il y a plus aussi côté BD, mais aussi organisation de la Coupe du Monde de Bali Foot. Et ils nous ont tellement fait confiance sur le projet qu'ils se sont dit, d'accord, pas de souci, la Coupe du Monde se déroule le 28 juin, on est en mars. Vous avez 3 mois pour essayer de nous faire ce démonstrateur. Donc nous, on a pris ce pari et on a assisté pendant toute cette semaine du 28 juin au 2 juillet à Nantes. On a pu participer à cette Coupe du Monde qui a réuni de nombreux joueurs de plusieurs pays. Comme on le voit, il y avait plus de 1000 joueurs sur place pendant toute une semaine pour plus de 45 pays différents. Donc on avait beaucoup de nationalités, beaucoup de gens qui sont venus l'essayer. En tout et pour tout, il y a eu plus de 10 000 matchs joués sur toute cette semaine avec 200 baby-foot sur place. Donc c'était vraiment une très grosse organisation. Et ils nous ont fait confiance dessus pour venir présenter justement à plus de 20 000 spectateurs notre démonstrateur. Donc ça a été vraiment un événement de grande ampleur où on avait ce délai court de 2-3 mois où on devait présenter tout ça. Donc ça a plu. L'avantage, c'est que ça a plu à l'organisateur, mais une fois que c'était validé et côté BD et côté organisateur, on devait maintenant mettre la main à la pâte et passer à la création du début jusqu'à même la création du support. Oui, donc effectivement, une fois qu'on a validé ça, la première étape, c'était de créer un support. Et autant que la donnée, on sait faire, on sait manipuler, autant que les travaux pratiques, c'est pas notre gros point fort avec Antoine, et quand il a fallu créer un support robuste, notre objectif est globalement d'avoir un Blaby comme ça, c'est-à-dire avec une structure qui était très propre, avec une finition soignée, un écran intégré, une caméra HD au-dessus. Et en fait, une fois qu'on a commencé à lancer le projet, notre première version du support ressemblait à peu près à ça. C'est-à-dire qu'on a trouvé une webcam dans une salle de réunion, on a trouvé un cache-câble qui traînait quelque part à BD, et on a essayé de fixer ça sur le dessus du Baby. Notre objectif, c'était déjà d'avoir une première version j'arrive à avoir une vision 2D de mon Baby par-dessus. Bon, cette première version, elle n'a pas duré très très longtemps, je vous rassure, parce qu'à chaque fois qu'on jouait, ça n'arrêtait pas de tomber, c'était pas très fiable, l'image n'était pas très nette. Du coup, on est vite parti à Leroy Merlin pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus robuste. Et donc là, on est parti sur une structure un peu plus stable. Donc on a retroussé nos manches avec Antoine, on a découpé nos barres en acier, et on est venu faire un support qui est un peu plus robuste, qui est fixé cette fois directement au baby-foot, dans lequel on est venu intégrer des LED directement au support. Parce qu'on y reviendra, mais on a pas mal de problèmes liés à la luminosité. Et donc le fait d'intégrer des LED au support, ça nous permettait d'avoir un éclairage à peu près constant sur le terrain. Et on est venu fixer la caméra directement sur ce support-là. Donc ce support, vous pourrez aller le voir juste après, il est fixé au baby, il est bien fixé, ce qui fait que même quand on joue, l'image reste plutôt stable et on arrive à exploiter les images qui sont récoltées. Donc maintenant qu'on avait créé ce support, il ne nous restait plus qu'à passer à la deuxième étape, celle de l'analyse d'image. Du coup, l'analyse d'image, on a décidé de partir 100% sur du Python, où c'était là où on était le plus à l'aise, où des choses en computer vision existaient déjà et on avait déjà ce savoir-faire. Donc, on est parti sur 2 hypothèses différentes au début. D'un côté, le deep learning, avec une base d'images qui, elle, serait labellisée, et d'un autre côté, tout ce qui est colorimétrie. Car justement, l'avantage au baby-foot en compétition, c'est que les balles sont d'une couleur très très jaune vive, et on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée. Donc les 2 points avaient leur importance. Le deep learning avait moins de sensibilité à la variation de lumière, ce qui a été un point très important pendant toutes nos analyses, et beaucoup plus robuste, mais on avait toute cette phase de labelliser beaucoup d'images avec des balles qui auraient pu prendre énormément de temps, et c'est ce qui nous manquait à ce moment. Et du coup, la colorimétrie qui, elle, nous est un peu semblée évidente, avec et d'un côté la couleur, on avait toujours ces soucis de sensibilité à la lumière,
C'est pour ça qu'on a essayé de les régler, comme le disait Erwan, que ce soit et avec les paramètres de la caméra ou sinon avec les LED qu'on a pu incorporer directement. Et on a décidé de partir vers la colorimétrie. Et la colorimétrie, on a plusieurs étapes, dont la première qui est la méthode de décomposition d'image. Donc ça, c'est le premier choix qu'on a à faire lors de l'étude de la colorimétrie. Donc, pour la décomposition d'image, on avait deux choix. On avait le choix RGB classique, où on vient décomposer notre image en teintes de rouge, de vert et de bleu, donc qui pouvait paraître intéressante, mais la méthode de décomposition d'image la plus utilisée lors d'analyse vidéo est la méthode HSV. Donc HSV, pour H correspond à une couche qui correspond à la teinte, S la saturation et V la valeur, ou la luminance. Donc justement, l'intérêt de cette décomposition, comme on peut le voir un peu sur le graphique, c'est que juste la couche H vient gérer la teinte de l'image et donc vient compenser les trois composants RGB avec cette décomposition. Donc justement, juste cette teinte permettait de bien venir focus sur la couleur de la balle, et de l'autre côté, on pouvait toujours gérer ces questions de problème de luminosité grâce à la saturation et aussi à la luminance. Donc c'est vraiment cette méthode où on a décidé de partir pour faire nos analyses. Donc une fois qu'on avait décidé de cette méthode, on n'avait plus qu'à faire toutes nos récupérations, récupérer nos données et donc aussi récupérer l'image. Donc pour la récupération de l'image, comme le disait Erwan, avec notre premier exemple, on avait une caméra qui avait un faible angle, ce qui fait qu'on devait mettre la caméra assez haute et finalement était trop haute et venait gêner les joueurs pendant le match, où les joueurs pouvaient passer devant la caméra, etc. Donc on a décidé de partir sur une webcam très grand angle, à 120 degrés, pour justement avoir la globalité du terrain sans pour autant devoir placer la caméra très très haute et que ça reste quand même accessible aux joueurs. Donc on est parti sur cette webcam et on a décidé aussi, pour vraiment mettre toutes les chances de notre côté par rapport à ce qu'était la luminosité, de venir modifier les paramètres internes de la caméra pour booster certaines caractéristiques comme la balance des blancs, des choses comme ça, les gammas, pour vraiment essayer de ressortir le plus possible la balle. Donc, une fois qu'on avait récupéré l'image, on la représente en HSV, comme on le précisait plus haut. Donc, l'HSV, on voit que la balle peut être bien discriminée, on la voit bien de son côté, et on n'avait plus qu'à décider de trouver des seuils pour les couches H, S et V qui permettaient de venir identifier la balle. Là, par exemple, la couche H qui était une valeur entre 0 et 180, pour voir ce jaune-là, c'était simplement entre 20 et 40. C'est-à-dire qu'on a une très faible donnée pour justement venir la récupérer. Voilà. Si je vous montrais tout à l'heure, voilà. Donc une fois qu'on avait appliqué ces teintes, on n'avait plus qu'à se focus justement sur nos couches H, S et V et savoir exactement quelle valeur on voulait pour faire ressortir la balle. Et donc on arrivait à une étape qui est l'étape de binarisation. Donc une fois qu'on avait sélectionné nos différents filtres HSV, on avait cette image qui justement était en nuances de blanc et de noir pour venir identifier notre balle directement. Donc une fois qu'on avait cette balle, on voit qu'il y a encore quelques soucis. On voit que la couleur ne nous a pas permis de tout isoler, d'isoler simplement la balle, mais il y a d'autres composantes comme les composantes du bois ou de la luminosité qui viennent ressortir. Donc pour ça, on a une étape en analyse en computer vision qui est une étape d'érosion. Donc l'étape d'érosion, pour rentrer un peu plus dans les détails, c'est elle vient parcourir chaque pixel un à un. On va observer dans un voisinage de ces pixels s'il y a un tel nombre de pixels à ses côtés. S'il n'y en a pas beaucoup, on considère que c'est juste un petit élément isolé et on va venir les enlever. Et s'il y en a beaucoup, alors on considère que on ne va pas les enlever car justement il y en a assez. Donc ça permet, comme on dit, de nettoyer les pixels parasites, ceux qui étaient un peu tout seuls dans certains coins. On vient tellement les éroder que justement ils viennent disparaître et on ne les a plus sur l'écran. À la suite de cette étape d'érosion, on a une étape de dilatation pour justement essayer de venir récupérer la taille existante de notre objet. Donc on vient agrandir notre image par le même pourcentage qu'on est venu l'enlever sur l'étape d'avant. Ce qui fait qu'on va venir récupérer l'image de la balle, mais on aura quand même enlevé le plus possible d'éléments parasites sur notre écran. Donc là, comme on peut le voir, ça permet, on en a encore un petit qui reste à côté de la balle. Et pour ça, on a décidé de justement ruser un peu dessus en enlevant, en prenant le plus grand élément qui nous restait sur notre image. Donc on avait quelques éléments encore, mais le plus grand était forcément notre balle, donc on a décidé de garder celui-ci. Une fois qu'on avait celui-ci, on a
étant donné qu'on avait une balle, on a décidé de créer un cercle et qui était le plus petit cercle permettant de contenir tous les pixels de ce plus grand objet. Donc une fois qu'on avait tous ces pixels, ça nous permettait de récupérer la balle et donc de récupérer le centre de la balle ainsi que ses coordonnées. Donc ça, c'était vraiment toutes nos étapes pour venir récupérer la balle, les coordonnées de la balle, mais on s'est quand même heurté à différents problèmes pendant ces étapes, et surtout un gros problème. Ce gros problème, c'était un problème de performance sur les caméras, où notre première caméra était en 30 images secondes, et comme on peut le voir ici, sur des tirs qui peuvent être un peu forts, l'image vient venir s'étirer, et donc la couleur de la balle vient s'affaiblir légèrement, ce qui fait qu'on sortait de notre plage de touche, de HLV, et du coup, on pouvait perdre l'image de cette balle. Donc pour ça, on a décidé de trouver une autre caméra, une caméra en 60 images secondes, pour justement, avant que même si sur des tirs un peu puissants, la balle vient toujours s'étirer, qu'on ait quand même au moins plus d'images pour avoir des images qui restent fixes. Et à partir de ce moment, on avait des images qui restaient fixes et qu'on arrivait à retourner la balle et donc avoir des coordonnées, on pouvait enfin finalement avoir nos informations et nos données pour pouvoir faire tous nos calculs. Donc, comme on le voit ici, on est venu sortir simplement des coordonnées en X et en Y, en imaginant le plateau du jeu comme un rectangle, et en pouvant se placer la balle grâce à ces coordonnées et un timestamp associé, pour justement venir savoir exactement à quel moment, où était la balle, et grâce à toutes ces informations, on s'est enfin attelé à l'analyse de notre match, avec l'analyse des différentes statistiques qu'on souhaitait montrer. Oui, donc maintenant on voit qu'à partir de ce moment-là, on a un support qui nous permet de fixer notre caméra et on arrive à retranscrire la donnée vidéo en données de base, données qu'on sait traiter. Et donc ce que disait Antoine, c'est effectivement là, la contrainte qu'on a eue et sur laquelle on n'a peut-être pas assez insisté, c'est qu'on arrive à traiter 60 images par seconde. Donc le petit fichier texte que vous voyez, ici, on venait créer 60 lignes par seconde, sachant qu'un match en moyenne dure 10 minutes. Donc on se retrouve avec pas mal d'indicateurs, avec pas mal de lignes à créer. Une fois qu'on a eu ça, notre objectif, c'était de venir créer les indicateurs de match. Donc il faut qu'on passe d'un format où j'ai à chaque fois 60 lignes par seconde avec la position de la balle et un timestamp, en gros sur le baby qu'on a considéré comme un rectangle, à des indicateurs de tir, de nombre de buts, et ainsi de suite. Donc la première chose qu'on ait commencé à faire, c'est de venir différencier les zones du terrain. Là où faire des stats pour le baby, c'est un peu plus facile que faire des stats pour le sport foot, rugby en réel, c'est que là, les joueurs, ils sont tous fixés par une barre. Et que, du coup, on sait que, par exemple, quand ma balle elle va être située dans la zone rouge ici, globalement, s'il reste plus de X secondes, c'est que c'est le joueur rouge qui possède la possession de la balle. Donc on est venu délimiter à chaque fois ces proportions par joueur. Et on est venu aussi créer la notion d'événement. En fait, l'événement, ça va nous permettre de savoir quand la balle transite d'un endroit rouge vers un endroit rouge et le fait qu'elle est restée plus de X secondes ici, ou X frames d'image ici, on va considérer qu'il y a une possession qui est rouge. Et du coup, si l'événement N-1 il est rouge et que l'événement N il est rouge aussi, on va considérer qu'il y a une passe entre les deux. Okay. Donc on a commencé à introduire ces notions d'événements dans nos matchs qui vont nous permettre de calculer nos différents indicateurs par la suite. Donc on a défini au début 5 indicateurs. Le premier indicateur qu'on est venu créer, c'est le nombre de buts. Et c'est le premier intérêt de notre application, c'est que plutôt de compter les buts avec les petites pastilles qu'il y a sur le côté, c'est que ça soit l'IA qui le fasse pour vous. Donc là, on a pris une règle de décision qui est assez simple, qui est de se dire, à partir du moment où je détecte une image, une frame de la balle qui est présente dans un de ces deux carrés, je considère qu'il y a un but. Donc si je la détecte dans le carré rouge, c'est plus 1 pour mon équipe rouge. Si je la détecte dans le carré bleu, c'est plus 1 pour mon équipe. Le deuxième indicateur qu'on est venu créer, c'est la vitesse. Donc c'est à la suite d'un événement but, je vais venir calculer la vitesse du tir qui a engendré le but. Donc là, pareil, je vais me baser sur une règle qui est assez simple. En fait, à partir du moment où je détecte qu'il y a un but, je vais récupérer les X derniers frames d'image et je vais venir regarder la différence entre la différence de position sur chacune des images pour la balle. Et je vais venir comme ça calculer ma vitesse de déplacement. Sachant que, encore une fois, l'avantage, c'est que dans le baby, on est sur une zone fixe, donc on sait combien il mesure, donc c'est hyper facile de calculer une vitesse de balle à partir du moment où on a deux positions et deux timestamps. Le troisième indicateur qu'on est venu calculer, c'est la possession de balle par équipe.
Donc là encore, on est parti sur une règle de décision qui est assez simple. En gros, on va venir récupérer toutes les images qui ont été générées depuis le début du match. Pour chaque image, on va venir récupérer la position de la balle et savoir si la balle était en position bleue ou en position rouge. Et à partir de ça, du coup, ça nous fait la balle était 60% du temps dans une position bleue, donc mon équipe a 60% de possession de balle. Mon quatrième indicateur, c'est le nombre de tirs. Donc là, le nombre de tirs, on va venir le calculer en reprenant cette notion d'événement que je vous ai expliqué, en disant si j'ai un événement qui est possession bleue et que sur une image après, j'ai la balle qui est identifiée dans une de ces zones rouges ici, de ces carrés rouges, et bien là, je vais considérer qu'il y a un tir de la part de l'équipe bleue ou de l'équipe rouge. Okay. Donc à chaque fois, tous nos indicateurs ils sont bien calculés à partir des différences de position entre les balles et de cette notion d'événement. Et le dernier indicateur qu'on est venu calculer, c'est le nombre de passes. Donc là, c'est pareil, notre indicateur, ça va être si mon ancien événement est dans une zone, par exemple, bleue, et que le nouvel événement est aussi dans une zone bleue, alors je considère qu'il y a une passe d'une zone à l'autre. Et donc, je vais rajouter un +1 pour l'équipe. Donc, on est venu créer ces 5 indicateurs. Vous voyez qu'à chaque fois, les règles de décision qu'on a prises sont plutôt simples, ils sont plutôt efficaces. Pourquoi? Parce qu'on avait un délai qui n'était que 3 mois, et on sait très bien que notre objectif, c'est pas de rendre un baby infaillible. On n'est pas là pour commercialiser un baby pour l'ensemble de la Terre entière. C'est de faire un démonstrateur qui soit opérationnel pour la Coupe du Monde. On a pris des règles qui fonctionnent dans 99% du temps. Globalement, on a quelques petits soucis, mais qui nous permettaient d'aller vite dans le calcul de ces indicateurs. Et donc maintenant qu'on est passé de j'ai pas de support à un support, j'ai une image que je transforme en data. Maintenant, j'ai en gros 60 lignes par seconde. J'ai une ligne par match, en gros agrégé. Il a fallu qu'on monte cette appli de reporting dynamique. Donc, notre objectif sur cette restitution, c'est qu'on voulait quelque chose en temps réel. On souhaitait que ce soit le plus dynamique possible pour que lorsqu'on joue, c'est vrai que si le but arrive dans les 7-8 secondes après, ça perd de son intérêt. On veut aussi que ce soit intéressant, que ce soit dynamique, qu'on voit les stats bouger de manière vraiment en direct. Et donc pour ça, c'était vraiment notre premier point, notre point crucial sur ces travaux. Donc, comme le précisait Erwan aussi, on n'est pas à l'abri d'erreurs, donc on voulait aussi rendre ça dynamique, justement pour venir que ce soit corriger des buts ou l'erreur la plus importante. Donc c'est vraiment là-dessus où on voulait travailler. On voulait aussi rajouter tout ce qui était les notions de lecture et d'écriture de données, que justement que ce soit assez facile, que s'il y a une nouvelle personne qui vient jouer, comme aujourd'hui par exemple si vous l'essayez, vous pouvez vous rajouter, vous mettez votre nom, votre prénom, votre pseudo, et directement vous êtes pris en compte comme un profil qui se crée, et vous pouvez jouer, suivre vos statistiques pendant toute la journée, etc. C'est vraiment quelque chose qui était aussi important que cette notion de temps réel. Donc pour ça, on a fait aussi 2 autres indicateurs, qui est aussi les statistiques par utilisateur qu'on va vous présenter. Et le but était aussi de suivre notre évolution, que ce soit sur par exemple une saison ou autre, sur un certain laps de temps. On peut aussi suivre ces statistiques sur la longueur et non simplement sur une seule et même journée. Donc, la première page de notre utilisation ressemblait à celle-ci. Donc, la capacité de choisir entre un match simple ou un match double, de regarder ses stats personnels, ses stats d'équipe, et de venir directement sélectionner nos joueurs, donc soit qui sont déjà inscrits, ou soit si on n'est pas inscrit, de venir s'inscrire directement. Donc là, comme on peut le voir, un match va se dérouler entre Timothée Louis contre Erwan, justement, et Alan. Et une fois que tous les noms sont renseignés, on n'a plus qu'à lancer le match et notre écran du déroulé de match s'affiche par la suite. Donc, comme on peut le voir ici, il se présente de cette manière, où on peut voir les 2 équipes de chaque côté avec leurs statistiques. Donc, comme précisé Erwan, les 5 statistiques classiques, donc les buts de chaque côté, ainsi que nos statistiques de vitesse, de possession, de nombre de tirs et de nombre de passes. Donc ça, c'est des stats qui viennent vraiment se bouger dynamiquement toutes les secondes. On a fait en sorte que ce soit assez intéressant. Et d'un autre côté, on a aussi les statistiques de dernier but. Donc on peut le voir, le temps, à quel moment le dernier but a été marqué, la vitesse de ce dernier but, ainsi que le joueur, donc qui l'a marqué. Donc on n'est pas rendu au niveau de précision de savoir quel joueur l'a marqué, mais on a précisé la barre, donc que ce soit la barre du milieu, la barre arrière ou la barre avant. Ça, c'est vraiment tout le déroulé du match, et ensuite on a cette page de statistiques de match.
Donc sur nos pages de statistiques, on vient reprendre l'intégralité du match qui s'est passé, l'intégralité du match, et on est venu faire des statistiques différentes, donc que ce soit le pourcentage de tirs réussis, le pourcentage d'arrêts réussis, ou même la vitesse maximale. Ce qui fait que justement, même si on n'a pas gagné le match, du côté Timothée et Louis, ils ont quand même une bonne statistique, en tout cas une meilleure statistique de tirs réussis. Donc on peut quand même venir se comparer, même à la fin du match, sur les différents résultats qu'on a eu. Et un point très important de cette page qui nous a plu à travailler dessus, c'était aussi cette carte de chaleur, comme on peut le voir au milieu, représentant la possession donc, durant le match. Donc là, on peut le voir que Erwan, qui était à l'avant, a eu quand même pas mal la balle sur la barre avant, ainsi que Alan, qui était en défense, où il y a quand même une belle proportion de possession. Donc ça, c'est toutes nos statistiques du match. Et on peut suivre l'évolution aussi de statistiques par joueur. Où là, on a essayé d'être assez poussé en statistiques, à essayer de montrer différents indicateurs et plusieurs indicateurs. Donc, comme on peut le voir du côté bleu, entre guillemets, ce sont tous les joueurs avec qui on joue. Donc, les joueurs avec qui on joue le plus, avec qui on gagne le plus, avec qui on perd le plus. Et à l'instar de l'autre côté, donc ce sera nos adversaires, donc nos rivaux, les joueurs contre qui on gagne le plus et les adversaires contre qui on perd le plus. Donc ça, justement, c'est utile dans une vie d'entreprise où là, comme on l'utilise, on peut venir se comparer entre nous, faire ces différentes statistiques, se créer ce petit jeu entre nous. Et on a aussi nos statistiques qu'on peut voir au milieu, donc le nombre de matchs joués, un pourcentage de victoire encore un peu faible, qui manque encore un peu d'entraînement du côté d'Erwan, et la moyenne de buts encaissés ou effectués. Et toutes ces statistiques, c'est des statistiques qui sont propres à chacun des indicateurs. Mais comme on peut le voir sur le tableau du bas, là par exemple on montre la vitesse maximum, le pourcentage d'arrêt des tirs ennemis, etc. On peut vraiment venir se challenger sur différentes statistiques et venir le rendre dynamique en changeant, comme on le souhaite, ces différentes statistiques qu'on analyse. Donc une fois qu'on avait tout ça, on avait finalement réussi à récupérer l'image, fait nos statistiques, fait le reporting, on n'avait plus qu'à le présenter le jour J, lors de la semaine à la Coupe du Monde de Baby Foot. Ouais, si je récapitule, c'est 3 mois de dur labeur et comment notre appli fonctionne. Qu'à chaque fois, on va toujours avoir le même processus. On va tout en partir d'un début de match de l'application que vous montrez Antoine. Donc, je vais soit créer un joueur, soit sélectionner un joueur résistant et je vais lancer mon match. Puis, durant tout le match, je vais avoir mon algo de détection de balle qui va tourner. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va tourner en continu, qui va venir alimenter notre fichier en continu, qui va venir nous générer en gros 60 lignes par seconde de match joué. Et à partir de ce fichier que je viens alimenter en continu, je vais venir créer un premier fichier de calcul d'indicateur. Donc ce fichier, il va se présenter sous cette forme-là. À chaque fois, je vais me retrouver du coup avec un événement, une équipe, un nombre, par exemple but rouge 5. Et donc à chaque fois que je vais revenir détecter un nouveau but, je vais venir faire un plus 1 dans ce fichier-là. Okay. Ça, c'est un fichier qu'on va venir consolider à chaque nouveau match. C'est un fichier qu'on va venir réinitialiser à chaque nouveau match et qui va nous permettre de faire la troisième étape qui est l'affichage dynamique. Toute la vidéo qu'on vous a montrée tout à l'heure en accéléré, au final, c'est ce qui se passe automatiquement quand je joue à ma partie de la vie. C'est ce qui vient se mettre un jour en temps réel. Et donc, une fois que la première équipe arrive à 10, on passe à la phase d'agrégation par match, c'est-à-dire le fichier calcul d'indicateur. Ici, je viens calculer un indicateur par joueur et par match pour alimenter les stats individuelles. Et ça va me permettre du coup d'alimenter ma base joueur et de permettre à chacun des joueurs de suivre son évolution, que ce soit en nombre de victoires, en vitesse de tir, en nombre de tirs, en pourcentage de réussite, et ainsi de suite. Et donc cette boucle-là, on va la faire à chaque fois qu'il y a un nouveau match. Et c'est ce qui va nous permettre du coup d'avoir un historique conséquent de match. Donc ça, on a fait un petit peu plus de 3 mois, un petit peu moins de 3 mois même. Donc on a marché vachement en itératif. Là, on vous a raconté un petit peu l'histoire mis bout à bout pour que ça soit un peu romancé. En réalité, à chaque fois, tous les 2 semaines, on se faisait des démos, on se faisait des points d'avancement sur où est-ce qu'on en était, parce qu'on partait de pas très loin, mais sur le côté analyse d'image en temps réel, on a commencé à avoir pas mal de soucis, que ce soit au niveau de la caméra, qu'il a fallu en recommander une autre, où au départ on était avec une caméra qui était vraiment pas bonne, et qui ne permettait pas d'avoir le rendu qu'on voulait. Donc tout ça, à chaque fois, on l'a fait en mode itératif, on est venu s'améliorer petit à petit, on est venu confronter aussi nos applications aux différents utilisateurs. Et la confrontation finale, du coup, ça a été lors du tournoi de Babyfoot, lors de la Coupe du Monde de Babyfoot. Donc on vous a mis quelques photos. Donc, ça se déroulait au H Arena, pour ceux qui voient où est-ce que c'est là où je le club de Nantes, sur l'île de Nantes.
Et donc, il y avait deux grandes salles. Il y avait la salle que vous voyez en haut à droite et il y avait la salle que vous voyez en bas à gauche. Quand on vous disait qu'il y avait un petit peu plus de 200 babys et beaucoup de joueurs spectateurs, bah, c'était pas rien. Il y a eu un peu plus de 20 000 spectateurs sur cet événement, avec un peu plus de 200 babys et plus de 1000 matchs joués. Et donc, nous, on était situés à l'entrée de cette Coupe du Monde-là, où, comme vous pouvez le voir sur l'image en haut à droite, on avait installé notre baby et celui-là était accessible directement à tous les joueurs ou à tous les visiteurs. Donc là, la personne que vous voyez avec son maillot d'équipe de France, c'est le champion de France de baby. Et c'est là où on a découvert un nouveau bug qu'on ne s'attendait pas, c'est que nous, en moyenne, avec nos 3 mois d'expérience, on arrivait à tirer à 20 km à l'heure, vraiment qu'on était en grande force, alors que lui, sans forcer, il tire à 40 km à l'heure. Donc là, même avec notre nouvelle caméra 60 images par seconde, on n'arrivait pas à détecter ses buts parce qu'il tire trop vite. Mais même moi, à l'œil humain, j'arrive pas à voir où passe sa balle. C'était hyper compliqué. Mais ils ont quand même été hyper intéressés par la démarche parce que c'est pas quelque chose sur lequel ils ont l'habitude de jouer. Ils trouvent le concept intéressant. Alors bien sûr, notre objectif, c'était pas de faire un baby avec une caméra. Enfin, je sais pas si on a qui ont déjà fait un peu d'analyse vidéo, mais les caméras, ça coûte vite hyper cher. Si on veut avoir une caméra qui soit en capacité de traiter une balle aussi rapide, on va être directement dans les milliers d'euros. Et après, il faut acheter un ordinateur avec un GPU assez puissant. On va vite commencer à avoir une infra qui va être assez coûteuse. Nous, notre objectif, c'était plutôt de faire un démonstrateur pour des joueurs de bas niveau comme nous, qui fonctionne. Le contrat était rempli. Et donc, depuis, on continue quand même à le faire. On continue à le développer, ce baby-foot. Donc, je vous disais, la première version a été finie en juin 2022, sur lesquels on a amené ça à la Coupe du Monde de baby-foot. Et donc, depuis, ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu le déployer sur différents sites aussi. Donc, on vous l'a dit, tout est à base de Python, OpenCV sur la partie reconnaissance d'image, Dash sur la partie front. Et l'avantage, c'est que tout ça, c'est open source et qu'on peut le déployer sur autant de sites qu'on veut. Donc là, ce jour, on l'a déployé sur 3 sites. On l'a déployé à Nantes, Niort et à Rennes. Donc l'avantage, c'est tout ce qu'il nous faut, c'est un baby. Enfin, c'est déjà un certain coût d'acquisition. Mais une fois qu'on a le baby, on a une caméra, une centaine d'euros à acheter. On a une infrastructure à faire avec les moyens du bord. Et on a besoin d'un ordinateur qui n'a pas besoin d'une grosse puissance de calcul. Là, on est sur des ordi qui ont du 16 Go de RAM, quelque chose comme ça, et pas de carte graphique. Donc on est quand même sur quelque chose qui ne coûte pas très cher en infra et qui est un bon démonstrateur ludique. Et donc ce qu'on aimerait faire en plus, c'est le côté deep learning, on vous en a parlé, on ne l'a pas testé encore. On aimerait bien voir ce que ça donne d'avoir cette base de données labellisée et de comparer la différence entre cette approche par colorimétrie et l'approche par deep learning. Est-ce qu'on arrive à être aussi performant avec des modèles de deep learning, sachant que appeler ton modèle, c'est toujours plus coûteux que de composer ton image, voir ce que ça donne. Pourquoi pas, si un jour on nous en donne les moyens, développer un baby un peu plus puissant avec des matériels informatiques un peu plus conséquents. Du coup, si je fais un bilan de ce projet, donc je vous disais, le vrai enjeu, c'est que c'était la durée. On a eu 3 mois en partant de zéro pour développer ce démonstrateur. Donc, au départ, on n'avait même pas acheté de baby. C'est la Coupe du Monde qui nous a prêté un baby pour qu'on puisse commencer rapidement à développer notre cas d'usage parce qu'on n'avait pas le temps d'en acheter un, de faire livrer et tout, c'était trop long. Et c'était l'épée de Damoclès qu'on avait un peu durant tout le projet. C'est est-ce qu'en ces 3 mois, on va réussir à développer notre premier démonstrateur. Pour nous, c'était une vraie réussite parce qu'on a tenu le timing. Le démonstrateur, on l'a amené à la Coupe du Monde de baby. Les joueurs, ils ont trouvé ça hyper intéressant, même s'il y a encore des choses à améliorer. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose. Et donc, je vous disais, aujourd'hui, c'est déployé dans 3 agences. On aimerait bien le déployer encore dans toutes les agences, globalement, Orange et PED. Et que la techno qu'on a utilisée pour ça, c'est 100% open source. C'est ce qui est cool aussi, c'est de se dire, là, je peux le déployer sur autant de sites que je veux. Au final, j'ai tout fait en Python, avec des frameworks Python. Et ça nous a aussi amené une expérience dans quelles sont les limites du temps réel, comment faire qu'est-ce qu'il nous faut pour faire de la computer vision à notre temps réel. Donc voilà, donc on est vraiment hyper content de ce. C'est pour ça qu'on l'amène depuis 2 ans ici au salon de la data. Donc n'hésitez pas à aller le tester juste après, vous allez voir, c'est très sympa. Et c'est très ludique. Et donc voilà sur la partie baby. Pour finir, je suis quand même obligé de faire une page de pub pour Business et Décision. Donc même si ce projet, vous voyez qu'il est hyper,
ludique et qu'on sait qu'on ne va pas déployer 10 000 babys, ce n'est pas notre cœur de business d'aller déployer des babys chez tous nos clients. Notre cœur de business à nous, c'est quand même la problématique IA, mais je trouve que c'est un bon démonstrateur de comment mener un projet IA. C'est-à-dire, on n'a pas attendu d'avoir acheté un baby, on n'a pas attendu d'avoir une caméra à 2000 € pour commencer à développer notre cas d'usage. On est parti avec un peu les moyens du bord. Et en fait, on est venu itérer plein de fois comme ça, à chaque fois en se confrontant au problème, en allant trouver une solution à nos problèmes et en améliorant petit à petit notre devis. Donc, dans ce délai de 3 mois, c'était quand même un gros challenge, j'ai trouvé, on a un petit peu fait. Donc, il y avait 3 personnes globalement à plein temps sur le projet durant 3 mois. Et donc, plus globalement, si vous avez une problématique IA, que ce soit au niveau de la culturation, au niveau de la priorisation des cas d'usage, de la réalisation, bon, on l'a montré un petit peu là, ou de l'industrialisation, n'hésitez pas encore une fois à venir nous faire un petit coucou sur le stand, à venir tester le baby. On a développé aussi un assistant pour le salon, si vous cherchez une salle, si vous cherchez une conférence ou des intervenants. N'hésitez pas à venir tester notre assistant vocal. Donc, merci à tous pour votre attention et si vous avez des questions, il nous reste un petit peu de temps, il me semble. Pas de questions à distance? Non? Personne n'a des questions? On était très clair. Tout a été clair? Ok. Pardon. Oui? Est-ce que vous savez gérer les gamelles? Oui. On me demande si on sait gérer les gamelles dans le public. Eh bien, non. Et c'est pour ça qu'on a des petits boutons sur notre application aussi. Parce qu'effectivement, en cas de gamelle, il y a la balle qui passe dans le but. Et du coup, on considère qu'il y a but. Et suivant avec qui on joue, suivant si on joue avec les règles de barre, suivant si on joue avec les règles officielles, et tout le monde n'est pas pareil là-dessus. Donc on a décidé de laisser la main à l'utilisateur de mettre un petit mot sur l'application directement. Et l'avantage, sachant qu'on était du coup sur la Coupe du Monde, c'était les règles officielles qui se jouaient, et en règle officielle, une gamelle est considérée comme un but. Donc l'avantage qu'on avait avec les gamelles, ça a été plus un avantage qu'autre chose, c'est que le fait qu'elle rentre et qu'elle ressorte, c'est qu'on a 2 fois plus de chances de la capter dans le but, et donc de bien le comptabiliser comme un but. Donc, ce qui fait que les gamelles étaient, au point de vue de la Coupe du Monde, pas tant un souci de ça. Je peux passer chez moi, sur mon téléphone avec un masque de taille et une caméra. La question, c'est de savoir si on peut le mettre chez soi. Le code, il n'est pas accessible aujourd'hui. Après, c'est vrai que la question Raspberry et tout, on se l'était posée au début. Il y avait une autre approche. En fait, là, on a pris une approche que par vidéo, parce qu'on avait eu des expériences passées. On a essayé de faire une voiture connectée avec une Raspberry, avec des capteurs infrarouges, avec une caméra et tout. Et on est assez nul en électronique. Du coup, plutôt que de s'embêter avec... une des approches qu'on a pu avoir, c'est de mettre des capteurs infrarouges directement dans les buts. Et on aurait été même plus fiable. En gros, dès que la balle est passée dans le capteur qui est dans le but, on considère. Sauf que ça nécessitait d'avoir une Raspberry, de faire un peu d'électronique, même si c'est plutôt simple sur une Raspberry, mais d'avoir de l'IoT et tout. Donc ça nous embêtait un peu plus. On a préféré se limiter à ça. Et pour le code source, on a mis un challenge. Si tu arrives à battre moi et Antoine au baby, on peut peut-être négocier pour te donner une confiance. Mais il faut que tu arrives à nous battre au baby avant. Et on a un petit peu d'entraînement, parce que durant ces 3 mois, il a fallu recéder quelque chose. Belle façon. Assez souvent. Question. Une question? Eh bien, merci à tous. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Super.